vais d'abord vous présenter un peu le collectif et puis notre manière de voir et dans quel sens on pense que la manière de faire collective a un sens aujourd'hui. Alors déjà, ce qui illustre ça, on est assez content de voir, notamment grâce à l'intervention de M. de Poitvin, que les architectes et les paysagistes n'ont pas le monopole du cœur. Donc, on est aussi content de voir qu'on était les jeunes architectes et paysagistes, et en fait, maintenant, on est les grands architectes et paysagistes. Voilà. Ensuite, donc donc on est tous le collectif AJAP, il a été construit suite au prix des AJAP en 2014. Suite à ce prix-là, on s'est réunis et on s'est rendu compte que on avait des choses à échanger, on avait des compétences à regrouper et que partir ensemble sur des appels d'offres ou sur des opportunités, sur des concours, ça avait un sens. On a par exemple des architectes du patrimoine, on a des paysagistes, on a des architectes qui ont une grande expérience dans l'opérationnel, dans le dispositif administratif, dans la construction des projets. Et donc toute cette force-là, cette force collective, on la réunit et on l'active sur des projets. On l'active notamment sur des projets qu'on vous présentera davantage, que Lucie vous présentera davantage, notamment on a participé au concours EDF Bas Carbone dans le cadre de l'événement Lille 3000. On a aussi participé à Venise, notamment cette année avec la Biennale, où on est co-commissaire de l'exposition avec Frédéric Bonnet. Et ensuite, on a participé aussi à l'élaboration de la loi CAP qui a été définie il n'y a pas longtemps, sur laquelle des choses assez intéressantes ont émergé, notamment le permis de faire, notamment la participation des architectes et des paysagistes dans la conception des lotissements. Donc ça, c'est des choses qui auront un impact fort sur l'aménagement. Et voilà, je laisse la parole à Lucie pour la description des projets. Voilà. Sachant que nous, on défend aussi une vision collective, donc on a fait au premier lieu avec, je dirais, entre nous, mais qui est une vision collective qu'on a montrée aussi à Venise sur l'intelligence collective que doivent porter les projets. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que déjà, en étant architecte seul, on a du mal et on est bien content d'avoir trouvé d'autres architectes pour discuter tellement le champ de la discipline s'est élargi. Mais on voit que les projets réussis qu'on a exposés à Venise et qu'on trouve dans toute la France et qui rayonnent sur leur territoire sont en général des aventures communes, avec un élu engagé, un promoteur, un bon montage financier qui peut être pluriel, public-privé, avec des entreprises de construction aussi dont on doit valoriser les savoir-faire, et enfin avec les habitants qui y sont associés. C'est un peu pour nous le défi central de l'aménagement aujourd'hui. Et pour la métropole du Grand Paris, ça va être effectivement un double défi avec l'équilibre des territoires et le partage des richesses. La fabrique de la ville et notamment la construction de logements par son architecture peut être le moteur de création de ces nouvelles richesses. Pas uniquement monétaires, mais qui peuvent aussi être des alternatives démocratiques et proposer des échanges d'une autre nature, qui ne s'opposent pas forcément à l'économie classique de l'aménagement, mais qui la complètent, l'accompagnent et peuvent être source d'innovation. Mais cette économie de partage, notamment pour le Grand Paris, cette intelligence collective mobilisée, ne consiste pas simplement à partager des richesses existantes, mais à s'emparer d'une nouvelle solidarité et de cette nouvelle proximité pour produire ensemble de nouvelles richesses. Donc ces richesses sont des vrais biens partagés, des nouveaux rapports entre les individus, les collectivités, tout en tirant profit de chaque territoire particulier. Donc on va vous parler de deux exemples de ce que pourraient être ces nouvelles richesses. Par exemple, ça peut être le modèle coopératif. Donc c'est un modèle très répandu chez nos voisins européens qui consiste en fait à proposer un nouveau montage, donc qui est issu plutôt du financement de la société civile, auquel nous, pour Réinventer Paris, on avait quand même adjoint un bailleur afin de répondre aussi au logement social. Et donc les coopérants se réunissent. Donc en Suisse, on a des gros projets coopératifs. Alors plus c'est gros, à la limite, mieux ça marche. Donc on a 300 coopérants, c'est ce qu'on avait proposé pour Réinventer Paris,
qui donc empruntent collectivement à idéalement une banque coopérative, mais sinon à n'importe quel investisseur, et en fait qui disposent chacun de parts du bâtiment. Donc on s'éloigne de cette notion de propriété de mètre carré. Et en quoi c'est utile? C'est utile parce qu'à cette échelle, le bâtiment peut devenir une ressource. C'est-à-dire qu'on peut louer certains espaces à la ville pour des équipements, des crèches, on peut louer à des commerces, on mutualise la gestion, on peut avoir directement un relais avec des agriculteurs locaux qui viennent livrer à cette échelle de bâtiment, ça a un sens. Et ça permet aussi à la ville de maîtriser la spéculation. C'est-à-dire que comme les parts sont fixées, elles ne peuvent pas augmenter drastiquement, donc la génération d'après a quand même une chance de pouvoir se loger. Donc c'est un modèle alternatif qui pourrait venir en complément pour tout, par exemple dans Paris, dans des fonciers très chers, qui peut venir compléter cette offre qui est soit sociale et où la classe moyenne a du mal à se loger dans le parc privé, que ce soit en locatif ou en accession. Donc le modèle coopératif, pour ça, est assez intéressant et pourrait d'ailleurs être appliqué aussi aux entreprises de construction, par exemple, qui proposeraient des nouveaux modèles et peut-être garantirait aussi l'émergence de certains savoir-faire. Ça permet aussi une meilleure mobilité interne, c'est-à-dire qu'avec effectivement l'évolution de la vie aujourd'hui, l'éclatement des familles, des cellules, ça permet de revendre des parts du bâtiment, c'est-à-dire qu'on peut réduire son logement, le réaugmenter un petit peu au gré de l'évolution de sa cellule familiale, et ça paraît important. Enfin, le dernier point qu'on avait développé, c'est aussi par exemple compenser, c'est-à-dire un immeuble neuf dans un îlot pourrait compenser en devenant une coopérative avec le bâtiment existant d'en face. Au lieu de surenchérir pour arriver toujours à la meilleure RT dans le bâtiment neuf et ne rien faire sur le voisin existant qui est une déperdition catastrophique, on pourrait essayer de mutualiser les derniers, disons 100 000 € du bâtiment neuf, on les mettrait plutôt pour changer les portes et les fenêtres du voisin, et globalement on arrive quand même à une meilleure stratégie énergétique. Enfin, sur les ressources, on pense que le Grand Paris doit s'appuyer sur les richesses de chaque territoire particulier et donc remettre en action les filières constructives dont on dispose. On l'a vu à la Biennale de Venise, il y a énormément d'innovations, on a beaucoup parlé d'innovations, qui se font en fait sur des procédés traditionnels. C'est-à-dire que l'effet crise économique et écologique aidant, on se repenche par exemple la pierre. On a à Venise une immense voûte en pierre de taille de 4 cm qui a été rendu possible entièrement en assemblage sec, qui a été possible par le calcul numérique de cette structure. On a de la pierre banchée dans du béton de site, c'est-à-dire qu'on va avoir de la pierre locale, du béton fait avec du sable local et pas du sable des rivières, donc plus écologique, qui arrive à un procédé plus performant qu'un mur en béton. On a un maire qui a décidé de réactiver sa filière bois dans les Vosges. Il a des hêtres, c'est tout exporté pour faire du mobilier. La région est en train de patiner assez violemment. Il décide d'essayer de faire une innovation, la structure hêtre. On n'a jamais construit en structure massive en hêtre. Ils mobilisent les labos de recherche, les entreprises, des architectes. Ils réussissent à faire une structure hêtre. Et du coup, je vois le timing, mais en fait, ça a commencé à 7 minutes. Alors, c'était vraiment pas sympa. À 8. Et donc, ils réactivent comme ça toute une économie locale. Donc, l'architecture peut être vraiment l'occasion aussi de rayonner sur chaque territoire et de faire participer. Et donc, les scieries ont réouvert et maintenant, ce procédé est exporté en Île-de-France aussi pour de la construction. Donc, on voit qu'en fait, l'innovation, elle peut aussi se loger dans des projets de taille modeste et dans des territoires relativement circonscrits. C'est pas toujours un réinventer Paris qui fait les meilleures innovations. Ça marche aussi, voilà. Et enfin, le dernier enjeu du Grand Paris, ce sera la réhabilitation, parce que ce qui dépense le moins d'énergie, c'est quand même de garder ce qui est déjà là. Et on pense que ce champ d'investigation va être aussi assez important.